Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Vous êtes sur LCF, la Chine en français pour les intimes. Et nous avons le bonheur de recevoir une personnalité que nous connaissons. Nous vous avons déjà reçu ici même. Il s'agit de Madame Dena Gao. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Ravi de vous avoir ici même sur ce plateau, Madame Gao. Moi aussi, je suis très honorée. Vous êtes quelqu'un d'important pour nous parce que vous représentez le cinéma chinois de belle manière, célébré à Paris en ce moment même. Alors Paris, capitale mondiale du 7e art, qui a vu la naissance du cinéma, vous aimez à le rappeler. Avec ce festival, eh bien, vous-même, Dena Gao, vous êtes présidente et fondatrice. Vous rendez hommage au cinéma dans sa globalité, aussi bien à ses inventeurs que à ses acteurs d'aujourd'hui. Le festival est né en mars 2004, dans le cadre, rappelons-le, de l'année de la Chine en France. Et puis l'enthousiasme du public français, finalement, vous a encouragé, vous, Madame Gao, à continuer. Et aujourd'hui, en 2017, eh bien, vous venez de nouveau nous voir pour nous présenter cette édition 2017. Oui, tout à fait. Alors déjà, on salue votre courage parce que tous les ans, ça va, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes toujours aussi enthousiaste, toujours aussi avec plein d'envie pour porter ce festival. Bon, bien sûr, il y a énormément de travail pour montrer le festival, avec beaucoup de films, surtout avec les traductions et tout ça. Mais c'est un grand plaisir. Qu'est-ce qui vous porte au fond de vous chaque année? Qu'est-ce qui fait que à chaque fois c'est un renouveau et que vous y allez avec cet enthousiasme? Je crois que quand qu'on a une passion et on a de l'enthousiasme, c'est pour toujours. C'est pas pour une année, 2 années. Je crois que voilà. Oui. Vous êtes tombé dedans, vous êtes tombé dans le cinéma depuis très longtemps et maintenant ça fait partie de votre vie. Oui, et puis tout à fait. J'aime bien partager ma passion avec le public français, avec le public parisien, avec tout le monde, avec les Chinois. Voilà. Est-ce que vous avez constaté vraiment que ce festival avait de plus en plus d'engouement auprès du public français? Je crois que oui, le public français, c'est le public français qui nous encourage toujours pour continuer, même dans des conditions très très difficiles. Mais c'est l'enthousiasme du public français qui me donnait beaucoup de courage. Très bien. Alors continuons à partager cette passion commune du cinéma, si vous le voulez bien, avec donc ce festival du cinéma chinois de Paris. On va vraiment localiser les choses. C'est 3 jours de projection, 3 jours de projection de chefs-d'œuvre du cinéma chinois. Tout à fait, oui. Ces projections se passent au cinéma Le Lincoln, qui se trouve 14 rue Lincoln dans le 8e arrondissement. Pour les détails, métro Georges V, Franklin Roosevelt. Tout à fait, voilà. C'est près des Champs-Élysées. C'est près des Champs-Élysées. Tout ça pour dire que c'est au cœur de Paris, vraiment. Tout à fait. Et puis aussi pour fêter, le fête de fin d'année, fêter Noël. Exactement, puisque en ce moment, ce quartier est particulièrement animé, particulièrement illuminé pour recevoir donc ce festival. Très, très bien. Alors, s'il y avait une seule couleur, une couleur artistique de ce festival cette année, ça serait laquelle? Une tendance artistique? Je crois que nous sommes une diversité. Nous avons une programmation très très riche. Donc il y a de ciné-concert, il y a de fiction, il y a de documentaire, et puis il y a de minorité. C'est 3 jours de programmation très très riche. Alors nous allons rentrer dans le cœur de cette programmation, si vous voulez bien, dès maintenant. Cette programmation, est-ce que vous avez des coups de cœur dans cette programmation, tout d'abord? Vous, Dena Gao. Moi, j'aime tous les films que nous avons choisis. Votre réponse ne m'étonne moyennement. Vous aimez tous les films que vous avez choisis, c'est logique. Oui. Mais est-ce qu'il y en a pas un dans votre cœur qui... Non, il y a quelque chose qui est particulier, c'est le ciné-concert. Alors expliquez-nous. Alors, donc, c'est un film en noir et blanc, bien sûr, daté de 1927. D'accord. Et puis, donc, c'est un film muet. Et ce film-là, à l'époque, déjà exporté en France. Donc, alors, quand vous dites à l'époque... 1927-1928. Là, on est vraiment presque aux origines du cinéma, au premier pas. Tout à fait. Donc, en effet, le carton pour l'explication de ce film-là, qui est en français, original. Et ce film-là a été perdu en Chine. Et on a retrouvé en Hollande.
Ah oui? Oui. Et Quelle puis curieuse après, histoire. Voilà. Donc, en effet, la collaboration cinématographique entre la Chine et la France datait très, très longtemps, même à l'origine du cinéma. Les Frères Lumière a projeté le premier film le 28 décembre 1895 et un an après, c'est déjà montré à Shanghai. Tout à fait. Vous voyez? Donc, c'était très, très lié. Hein. Et depuis très très longtemps. Très très longtemps. Alors ça, c'est vraiment votre petit coup de cœur à vous, le ciné-concert. Alors, je vais sans doute mal le prononcer, et je m'en excuse. Oui. La rose De Pushui. de Pushui. En effet, en chinois, c'est Xixiangqi. Hein. Xixiangqi, c'est le roman de Chambre de l'Ouest. La rose de Pushui, c'était le titre qu'on a donné en 1927 par les Français. Hein. Et alors, il y a une signification particulière, la rose de Pushui, il y a une signification derrière, une imagerie? Bien sûr, parce que c'est la rose, je crois que signifie la fille, qui est qui est l'héroïne dans ce film-là, une jolie fille. Donc, c'est une histoire d'amour. En effet, c'est un roman d'amour datant du 8e siècle. Et à ma connaissance, c'est le plus ancien roman d'amour dans le monde. D'accord. Et oui. après, c'était à l'époque temps. Hein. Donc, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Non. Mais voilà. Après, c'était devenu déjà pièce de théâtre au XIe siècle. D'accord. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'illustrations basées sur ce roman-là. Hein. Et c'est la happy ending, hein. C'est pas comme un Roméo et Juliette, un peu triste. Ça finit bien à la fin. Bon, n'en dites pas plus. Ça finit bien à la fin. Finit bien à la fin. Et c'est très, très drôle. Hein. Et en plus, c'est drôle. On voit déjà, comment on dit, tous des éléments de kung-fu et de... il y a aussi des effets spéciaux de l'époque. Oui. Oui. Déjà, tout est dans ce film de 1927. D'accord. Donc ça, c'est un trésor cinématographique, non seulement chinois, mais aussi mondial. Oui, c'est mondial. Un trésor tout à fait. Avec un côté franco-chinois qui est assez important. Tout à fait. Au niveau de l'histoire. Tout à fait, oui. Et alors, qu'est-ce que vous auriez à dire aux réactions de personnes qui aiment le cinéma, mais qui disent, voilà, le cinéma muet, ça m'intéresse pas. Or, il y a quelque chose de magique dans le cinéma muet. On l'a vu récemment avec le succès mondial de The Artist. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette subtilité du cinéma muet? Oui. Alors, je crois que vous avez employé un très bon mot, magique. C'est magique. Et puisque le cinéma n'est pas parlant, donc le jeu des acteurs, actrices est très, très important. Le regard et l'expression, vous voyez. Donc, chaque fois que je montrais ce film-là, surtout l'expression de ce garçon amoureux, le coup de foudre de cette fille-là, tout le monde éclatait de rire. Vraiment, c'est extraordinaire. Hein. Et puis, vous allez voir, et puis les filles très timides, etc. C'est un jeu hein, qui est vraiment, moi, j'ai apprécié énormément et je crois que vous avez aussi. En tout cas, vous nous donnez envie. Ça sera projeté le jeudi 14 décembre. Tout à fait, à 8h du soir. À 20h exactement, La Rose de Pushui, ciné-concert. Donc, ça, c'est votre petit coup de cœur à vous, personnel. Tout à fait, oui. Et puis, les musiciens sont magnifiques. Hein. La musique du film? Et puis, avec l'instrument de musique chinois. D'accord. Voilà, comme ça, vous pouvez connaître aussi la sonorité de chaque instrument. Ok, donc là, je précise bien que l'orchestre, lui, sera réel. Oui. Donc, on a un orchestre dans la salle, d'où le titre ciné-concert, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais pas un orchestre, c'est des musiciens. Des musiciens, bon. Plusieurs musiciens pour nous donner cette atmosphère uniquement musicale sur ce film muet. Voilà. Très bien. Passons au vendredi 15. Moi, un titre qui m'a vraiment accroché en tant que Français, parce qu'il y a eu dans la programmation des films français plusieurs films sur Van Gogh. Donc là, c'est à 18h le vendredi 15. Ah oui. Les Van Gogh chinois. Tout à fait. Alors en plus, avec une imagerie, bon, je peux pas montrer ça ici, c'est en trop petit, mais il y a toute une imagerie qui est... bon, bah voilà, c'est du Van Gogh, on est dans l'atmosphère de Van Gogh. Oui, alors, donc c'est un documentaire, hein. D'ailleurs, c'était un projet de ce film-là en partenariat avec les écrans de Chine. Hein. Et ce sont des artistes, mais d'origine, ce sont des paysans
en Chine. D'accord. Et dans une ville, petite ville, ils ont fait des copies de chefs-d'œuvre de ce grand maître de peinture mondial connu, hein, et même exporté jusqu'en Hollande, vous voyez. D'accord. Donc c'est un film pour... c'est très très intéressant et très très drôle aussi, hein, pour montrer comment ils ont commencé à faire des copies et vivre avec ces copies-là, parce qu'ils ont fait une centaine de copies pour exporter, hein, et après, ils ont... Mais on parle là de copies qui ne sont pas faites d'une manière industrielle. Non, on parle de copies à la main, hein, on est bien d'accord. Donc il faut un sacré talent pour pouvoir reproduire l'œuvre de Van Gogh. Tout à fait. Et pensez, tous ces gens-là n'ont jamais fait des études à l'école des Beaux-Arts. Hein. Ce sont des paysans. Des paysans pour qui... chercher le travail. Il est D'accord. allé là-bas, dans cette... ça s'appelle Tafelsfeld. Hein. Il a appris le métier auprès des maîtres, et puis il a fait beaucoup de copies, tous ces tournesols, autoportraits, etc. Vous voyez. Et ce qui est très drôle, ils sont vendus dans le pays natal de Van Gogh. Vous voyez. La boucle est bouclée. Tout à fait. Et puis il a fait des peinages là-bas, et puis donné l'inspiration aussi. Ils ont envie de faire des créations. Donc après, ils sont devenus... il a créé leur propre peinture. Et donc, c'est tracé tous ces schémas-là qui est très, très intéressant. Et puis, il y a une partie qui est tournée en France, bien sûr. Il y a une partie tournée en France. Oui. D'accord. Je rappelle le titre, Les Van Gogh chinois. Tout à fait, oui. Ça, ce sera programmé à 18h le vendredi 15. Oui. Le même jour, oui. Là aussi, quelque chose qui a attiré, rien que le titre, et ce qu'on appelle toute l'imagerie qu'il y a autour, c'est Territoire inconnu. Tout à fait. Alors, quel est ce film? Racontez-nous. Alors, ce film-là, qui est un hommage rendu à un très grand photographe chinois. Oui. Donc, c'est dans les années 30. Il est allé dans les endroits qui n'est même pas marqués sur la carte. Et les gens croyaient que là-bas, c'est habité par des cannibales. Vous voyez. Ah oui, effectivement. C'était assez dangereux quand même. Mais donc, avec ses camarades, il a enregistré, il a gardé des images de tous ces habitants. Ok, mais c'est sur quel territoire? Ces territoires, comment on dit, au centre de la Chine. D'accord. Très vraiment reculé. Hein. Très reculé. Très reculé. Où peu de personnes avaient été auparavant. Oui, jamais personne. Ah, jamais personne. Les gens croyaient qu'elle va être mangée. Oui. Oui. Donc, bien sûr, il n'a pas été mangé. Mais, donc, c'est une très, très belle image. Très belle image. Et aussi tracé son voyage. Et on a interviewé aussi des personnes qui ont été prises par lui en photo dans les années 30. Bien sûr, c'est devenu vieille dame maintenant, aujourd'hui. Donc, c'est un film très, très riche. Comment s'appelle, une valeur aussi, non seulement artistique, c'est une valeur anthropologique aussi, vous voyez. Alors là, il faut souligner qu'il s'agit d'un documentaire. Hein. Oui, documentaire, voilà. C'est pas un film de fiction, voilà, c'est un documentaire. Je trouve que c'est plus important, oui. Parce qu'on voit vraiment la réalité de cette époque-là et de notre époque. Voilà. Et je raccroche avec le propos que nous avons eu il y a quelques minutes, où vous avez dit que la couleur artistique de ce festival cette année, c'était vraiment la diversité. Là, on en a, l'exemple. Ce sont des ethnies minoritaires de cette région-là. D'accord. Je vois qu'il y a une rencontre avec un monsieur qui s'appelle Dominique Charlet. Alors, pardonnez-moi, qui est ce monsieur, Dominique Charlet? Est-ce que vous voulez bien nous expliquer? Ah oui, c'est un grand photographe, et puis il est fondateur et... lisez vos notes, ne vous inquiétez pas. Attendez, il est le... Parce qu'il y a beaucoup de titres. Dominique Charlet. Taiga, voilà, image, voilà. Il est fondateur, directeur de Taiga Image. D'accord, ok. Donc c'est un professionnel de photographe. D'accord, qui sera là pour expliquer un petit peu le documentaire, pour le décrypter, on va dire. Tout à fait. Et c'est un grand spécialiste, bien sûr, parce que lui-même, c'est un grand artiste. D'accord, très bien. Alors, je suis très heureuse et très honorée qu'il ait pu venir pour présenter ce film-là. Ah bah, j'imagine bien discuter avec le public. Bien sûr, c'est important d'avoir un échange après la projection pour en savoir davantage. Alors, je vais reprendre, puisqu'on en est à ce documentaire, vous nous parlez de ce documentaire, il n'y a pas donc que des films dans ces 3 jours de projection
du cinéma chinois à Paris. Il y a quelque chose que vous avez dit, moi, qui a retenu mon attention, extrait de votre discours d'introduction qui a eu il y a quelques jours. Je me permets de vous citer. La France est un grand pays de cinéma, grand par la richesse de sa création contemporaine et de son patrimoine cinématographique. Ce sont bien vos mots, vous les reconnaissez. Oui, bien sûr. Vous avez enchaîné ensuite. La France présente la plus grande diversité cinématographique au monde. Le gouvernement et le public français accueillent chaleureusement les films de différents pays, notamment la Chine, encouragent les créations de films artistiques qui montrent la culture de leur pays et de son peuple. Ainsi, dans cet esprit de soutenir ces films rares et précieux, ce colloque est né. C'est la première fois au monde qu'un colloque sur les ethnies minoritaires chinoises est organisé. Et là, vous rappelez quelque chose qui est pour moi essentiel à faire comprendre au public français. Vous rappelez que la Chine est composée de 56 nationalités différentes. Tout à fait, 56 ethniques. Bien sûr, les minorités, ce sont des Han. Hein, Oui. Mais il y a 55 minorités, voilà, ethniques. Les ethnies minoritaires qui Oui. ont leur propre culture, leur propre coutume, une tradition de voilà. plusieurs millénaires, leur Oui. propre langue. 3 petits points, le discours continue. Voilà. Mais j'ai trouvé cette partie du discours très intéressante à faire comprendre et donc lui donner de l'écho encore aujourd'hui pendant puisque je vous ai avec moi en studio. La Chine est composée de 56 nationalités. Est-ce que vous pensez comme moi que c'est un élément essentiel à comprendre pour appréhender la Chine d'aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce que la Chine, c'est un très, très grand pays hein, sur le surface territoire. Hein, mais le peuple aussi, c'est différent. Hein, même les langues sont différentes, la coutume, la culture, tout est différent. L'écriture, etc. Et les costumes, tout, voilà. Absolument tout. C'est une richesse. Oui, c'est une richesse. Oui, Cette une diversité richesse est une richesse. Voilà. Et du coup, il y a une comparaison avec l'Europe qui tient debout. Oui. Car souvent, travaillant ici pour la Chine en français, on m'interpelle. Oui, la Chine ceci, la Chine cela. C'est très difficile de globaliser la Chine. Fait, oui. Puisque c'est comme globaliser l'Europe, c'est extrêmement difficile, voire même impossible, de comparer quelqu'un du Portugal, de France, de Pologne ou de Turquie. C'est extrêmement difficile de globaliser tout le monde. Donc c'est extrêmement difficile aussi de le faire pour la Chine. Oui. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut prétendre, qui n'est pas chinois, prétendre connaître la Chine complètement? Est-ce qu'on connaît ce pays finalement? Est-ce qu'un jour on arrive à connaître l'intégralité de ce pays? Culturellement parlant, j'entends. Oui, mais je crois que ça va être... je crois que c'est énorme. Hein. On peut connaître un peu, ou plus ou moins, voyez, mais pas complètement, jamais complètement. Jamais complètement, hein, jamais complètement. Hein, Bon. Ça, c'est même pour toute la vie. Hein. Même moi-même, jusqu'à maintenant, tous les jours, j'apprends de nouvelles choses, voyez. Donc, Et pas seulement très dans le complexe. cinéma. Non, Pas non, seulement dans le c'est cinéma, aussi, j'imagine. C'est très complexe, oui. Alors, continuons à parcourir ce programme, cette programmation sur ces 3 jours. Le samedi 16, grand lit, petit lit et vieux lit. Ah, c'est génial. Alors ça, le C'est une titre comédie, déjà m'a amusé. voilà. J'imagine que derrière, il y a une histoire pétillante. Ah oui, oui. Ce sont des ouvriers dans une usine. Comment ça s'appelle pardon. Une usine de fabrication. Non, attendez, l'usine de boucherie. Va boucher, comment ça s'appelle là? Dans l'agroalimentaire, Non, c'est ça? attendez, Une entreprise de attendez. C'est dans une entreprise de boucherie, en tout cas dans le pitch. Boucherie, voilà. Dans le pitch, c'est écrit comme ça. Oui, donc vous voyez tout de couper le cochon en morceaux. Voilà. J'imagine, Mais bon. oui. Donc c'est l'histoire il y a un jeune homme, le petit Lee. D'accord. Qui veut faire du sport, veut insister tous les ouvriers à faire du sport. À faire du sport, les encourager. Voilà, encourager. Et son père n'aime pas du tout de sport, et puis il y a un chef de production aussi n'aime pas de sport. Mais comment pour changer de gens non sportifs à sportifs? Mais c'était très, très drôle. Est-ce qu'on peut... Très, très drôle. C'est une comédie? Comédie, et c'est réalisé par un des plus grands réalisateurs chinois, s'appelle Xie Qing. Oui. L'année dernière, nous avons rendu hommage à cet immense réalisateur. Donc, c'est la seule comédie qu'il a fait. D'accord, c'est la C'est seule. en noir et blanc, mais bien sûr, tout est sous-titré en français. Hein. Okay. Mais il y a beaucoup de gestes, parce que dans ce film-là, beaucoup d'artistes, ce sont des comédiens de comiques, voyez. D'accord. Et aussi, il y a un comédien aussi pour le film comique, ce sont tous les plus grands acteurs
comiques de Shanghai. Ils sont D'accord. tous réunis ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses, même pas besoin de paroles. Ce sont très visuels, très gestuels, vous voyez. D'accord, c'est du gag Voilà. visuel. Tout à fait. Et donc, tout à vous fait. nous Avec le confirmez geste, vous allez voir, hein, tout le monde rit. tout le monde rit. Oui. D'accord. Donc, le rendez-vous, si vous avez envie de rire, venez c'est voir ce celui-là. film-là. Voilà. Grand lit, puis- petit lit et vieux lit. Ce Et sera vous le samedi amener les 16. enfants aussi. Hein. C'est un film familial. Et donc, c'est à 2h après-midi, nous avons projeté, voilà, comme ça. Vous pouvez faire des courses sur Champs-Élysées à côté pour voir le film. Ok, on le rappelle, hein, c'est le samedi 16 décembre et c'est à 14h. Revenons à cette diversité Oui. des films, des comédies, des films d'amour, du romantisme. Oui. On l'a vu avec Oui. le film programmé le premier jour, La Rose Pouchuy, le ciné-concert. Un autre documentaire qui est à l'affiche de ce festival fait, oui. 2017, Oui. Les mystères des tambours de bronze. Voilà. Alors ça, Oui. qu'est-ce que c'est? Tombeau, Racontez-nous. tombeau de bronze. D'ailleurs, ce sont des archéologies occidentales européennes qui s'intéressent à ça, voyez. Donc, on a monté un peu ça. Mais c'est mystérieux d'où vient ces tambours-là, qui sont d'origine, etc. Donc, c'est montrer toutes ces recherches pour dévoiler ces mystères D'accord. de ces tambours de bronze. Comment on a aussi découvert des légendes, des choses légendaires. Hein. Et puis, comment cette traduction-là, c'est au sud de la Chine, aussi au Vietnam, hein, D'accord. qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Ah oui, donc on avait comme ici Racine des ailes, vous voyez, donc ce tambour qui est de Racine, qui est daté il y a quelques mille ans, et jusqu'à aujourd'hui. L'âge de D'accord. bronze, c'est jusqu'à aujourd'hui. Ok. On fabrique encore le tambour de bronze. Ok. Et voilà, dans ces régions-là, c'est très très riche, et très très bon. D'accord. Donc il y a vraiment un pont entre Voilà. actualité et passé. Oui, Là, et concrètement. puis aussi avec les minorités aussi. Voilà. Et une fois de plus, Oui. on revient, vous l'avez expliqué en début, cette programmation Oui. qui est vraiment teintée de diversité. Et puis Merci l'autre- beaucoup, Madame attendez, Gao. On va puis- continuer. Attendez. Et puis, il y a des autres films aussi, je vais tout parler. Mais bien entendu, bien entendu. Je me permettais juste une parenthèse. Nous allons revenir à cette programmation, ne vous inquiétez pas. Oui. On sent que vous la défendez, hein. Vous l'aimez, cette programmation. Hein. Oui. Non, je voulais juste faire une petite parenthèse, justement, sur cette diversité du cinéma chinois. Vous la défendez, vous la représentez, encore mieux que ça, dans ce festival du film chinois à Paris. Nous constatons, alors moi je suis un observateur du cinéma mondial, donc je m'intéresse beaucoup au cinéma chinois, au cinéma américain qui nous inonde depuis un certain nombre d'années, évidemment au cinéma français. Et en discutant avec des professionnels du métier, j'ai entendu la chose suivante, c'est très frais, ça date d'hier. Justement sur la diversité, ce professionnel qui est réalisateur me disait, quand même, depuis les années 50, on est inondé par la culture cinématographique américaine. Il serait temps qu'au XXIe siècle, ça change avec quelque chose de plus de diversité. Alors, entre guillemets, le reproche fait au cinéma américain, c'est d'user vraiment la recette des blockbusters et notamment des franchises avec les numéros 1, 2, 3 et de tourner un petit peu en boucle ces derniers temps avec des entrées qui commencent à s'affaiblir, notamment en France. Est-ce que vous pensez que le cinéma chinois, qui est aujourd'hui au niveau du cinéma hollywoodien, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée, est-ce que vous pensez qu'il va prendre la relève par rapport à la machine d'Hollywood? Certains journalistes parlent même de Chinawood. Certains journalistes. Donnez-moi votre conviction, votre vision là-dessus, s'il vous plaît, Madame Gao. Moi, d'abord, je n'utilisais pas le mot NOD. Inodé, voyez. Oui. Parce que dans le film hollywoodien, il y a de très bonnes choses. Évidemment, bien entendu. Donc, voilà, je n'utilise pas le mot un peu, voilà. Il y a, c'est pas cette agressivité. Je crois que je viens pas de. C'est, voyez, je constate maintenant dans le monde, bien sûr, dans chaque pays, il y a le film hollywoodien et film de, par exemple en France, il y a le film français qui ont le plus grand public. Tous les autres films, ce sont, en gros, c'est le public, c'est très, très, très réduit. Hein. Donc, je crois que c'est lié aussi avec toutes ces années-là, comment on a formé le public. Et ça s'est passé par le distributeur. Et le distributeur, il veut toujours continuer distribuer les films hollywoodiens parce qu'il y a le public, grand public. Il y a le grand public, donc le nombre d'entrées, et là nous parlons concrètement d'argent. Tout à fait, tout à fait. À cause de ça, ils n'aiment pas trop prendre de films qui n'ont pas encore formé le grand public, voyez. Le mainstream. C'est d'où vient la difficulté pour faire connaître le cinéma chinois.
dans le monde, non seulement pas. Mais en France encore, je crois que c'est le pays, comme j'ai dit dans mon discours, c'est le plus ouvert. Le plus ouvert aux nouvelles, effectivement, aux nouvelles cultures, et avec cet esprit un peu critique d'aimer découvrir des choses. Tout à fait, il aime bien découvrir des choses. Notamment les circuits indépendants. Oui, tout à fait. Mais bien sûr, face à tous ces, ces grands busters américains, français, etc., le cinéma chinois, c'est assez difficile de pénétrer dans la salle. Vous voyez, il ne restait pas beaucoup de place. Donc ça, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de très belles choses, très bonnes choses dans le cinéma chinois. Ça, c'est pourquoi j'aime bien que les publics français puissent découvrir ce cinéma-là qui n'est pas encore distribué en France. Il y a très peu de films chinois qui sont distribués en France. Notamment, ce sont des films qui étaient présentés à Cannes. Oui. Vous voyez. Sinon, il n'y en a presque pas. Vous voyez. Donc, c'est... Alors, Madame Denegano, vous êtes donc la fondatrice et la présidente de ce festival du film chinois à Paris. Est-ce que je peux vous poser une question très technique, mais d'un cinéphile? Je suis cinéphile, j'aime bien aller au cinéma. Et comme beaucoup, qu'est-ce que je fais avant? J'essaie de trouver la bande-annonce. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, ça ne vous concerne pas sur la programmation, mais sur le cinéma globalement, le cinéma chinois globalement, expliquez, est-ce que vous avez une réponse? Pourquoi il y a si peu de bandes-annonces qui soient doublées en français? Si peu de bandes-annonces de films chinois qui soient doublées en français? Car là, il y a un problème de langue. Donc les sous-titrages, pourquoi pas? Mais ça demande un effort. Et nous parlons, vous avez parlé d'éduquer le public, donc il faut passer par certains processus. Et donc je me suis toujours posé la question, mais pourquoi ces films chinois que j'ai envie de découvrir, il n'y ait pas un doublage qui soit fait par des voix françaises? Il y a une raison, vous la connaissez ou non? C'est tout simplement le problème financier. Parce que, le frein est économique. Oui, tout à fait, économique, complètement. Même pour le sous-titrage, moi, j'ai fait de traduction pour le sous-titrage plus que 160 films. Ah oui, donc vous connaissez le sujet, oui. Donc, je connais le sujet, parce que la langue française, c'est pas ma langue maternelle, donc je dois travailler avec des amis français qui sont de très, très haut niveau sur le plan linguistique, voilà, et ça, c'est vraiment un énorme travail. Et pour ce travail-là, on n'a pas de financement non plus. D'accord. Mais pour moi, je ne vais pas massacrer un film chinois. Parce que quand la traduction est mal faite, voilà. Bien sûr. Donc, c'est le massacre pour moi. Bien sûr. Donc, puisque j'ai organisé la projection de festival, donc je suis responsable de qualité. De la qualité. Et puis surtout pour le public français, il faut avoir une bonne qualité, meilleure qualité pour la version française, pour que les gens puissent apprécier le film. Vous êtes dans le qualitatif, votre démarche artistique en tout cas est qualitative et non pas quantitative. Non, pas du tout. J'entends bien. Mais comme bande annonce, avant pour notre festival, nous avons des bandes annonces. Donc j'ai fait des bandes annonces. D'accord. Mais bon, voilà, mais ces derniers temps-là aussi. En tout cas, c'est un centre de coût qui explique qu'il y ait si peu de doublage. D'accord, très bien. Alors, Madame Dinagao, donc, revenons à la programmation que nous avons abandonnée quelques minutes. Et j'ai bien senti que on n'avait pas fait le tour et que vous aviez encore des choses à nous raconter. Le samedi 16 décembre est programmé Monsieur Liu Haizu. Dites-le vous-même, voilà. Ça sera beaucoup plus joli que... C'est un grand maître de peinture. Elle a fait ses études en France, École de Beaux-Arts. D'accord. À Paris. À quelle époque? Dans les années 20-30. D'accord. Donc, c'est un lien très fort entre la France et la Chine dans le domaine artistique. Et puis, ce film-là s'est montré... et puis, c'est tourné dans la très belle montagne de Huangshan. Donc, de très beaux paysages? Très, très beaux paysages. Magnifique. Formidable. Il a même montré pour la 9e fois sur cette montagne-là, à l'âge de 87 ans. Voyez? Oui. Et il montrait aussi comment il a fait de peinture chinoise. Une grande peinture magnifique, vous allez voir. Et puis aussi montrer le lien entre la peinture occidentale et la peinture chinoise. Ah, excellent. Oui. D'accord. Et elle a été le premier qui a introduit le nu en Chine.
À l'époque, faisait le grand scandale, vous voyez. J'imagine, oui. Toujours, voilà, quand on est le premier dans un domaine en plus pareil, voilà. Oui. Et puis voilà, tout, voilà. Il a fait avancer les mœurs à sa façon, donc, en Chine. Tout à fait. Donc ça, c'est quelqu'un, d'ailleurs, je connaissais personnellement. Hein. Oui. Donc c'est un grand hommage que je le rends aussi. Hein. Et puis d'ailleurs, pour ce film-là, et puis avec l'autre film des mystères des tambours de bronze, nous avons le producteur de Monsieur Chu qui vient de Pékin spécialement pour cette projection-là. C'est le studio central de actualité de documentaire de Chine. D'accord. Donc c'est très très important et puis peut discuter avec le public après. D'accord, très bien. Alors cette programmation a encore quelques pépites, mais je vais ouvrir une autre parenthèse. Oui. Mais nous allons revenir à la programmation, ne vous inquiétez pas. Ne vous fâchez pas, Madame Gao, ne vous fâchez pas. Jamais fâché. Non, c'est vrai, vous arborez un sourire tout à fait charmant. Non, petite parenthèse, il y a beaucoup d'institutions qui sont derrière vous, qui soutiennent ce festival. On peut peut-être en parler quelques minutes ici. Oui. Il y a des institutions chinoises et des institutions françaises. Sûr, moi, ça m'a toujours épaté. Vous avez derrière vous quand même un soutien très important. Oui, alors, je suis très reconnaissante. Oui. Est-ce qu'on peut en parler 2 minutes, les citer, ceux qui sont vos soutiens qui sont derrière vous? Bien sûr. Donc, de côté chinois, bien sûr, nous avons le SAFT, c'est-à-dire que c'est l'administration d'État de la radio, de la presse, du média en général. Média, voilà, tout à fait. Et du cinéma. Audiovisuel, du cinéma, voilà. C'est la haute autorité, la SWAFT. L'autorité, oui. C'est elle qui distribue les tampons pour le droit d'exploitation d'un film en Chine, etc. Oui, parce que quand vous avez mentionné notre festival a été fondé en 2004, c'est dans le cadre de l'année de la Chine en France, de l'année croisée culturelle franco-chinoise. Donc, nous avons le soutien de 2 gouvernements. Parce qu'à l'époque, personne qui montrait les films chinois tournés en Chine. Oui, donc, c'était vraiment d'ouvrir la... Et puis, côté français, je suis toujours très, très reconnaissante. Voilà, il y a le ministre de la Culture, il y a le CNC. Il y a le CNC qui est derrière, bien sûr, d'ailleurs. Qui est l'institution, qui est un peu la finance du cinéma français passe par le CNC, son rayonnement passe par le CNC. Tout à fait. Alors, vous voyez, le colloque que vous avez mentionné sur le cinéma du ethnique minorité chinoise, il avait lieu au CNC. D'accord, ok. Donc, je suis très, très reconnaissante. Et ici, nous avons l'Unifrance aussi. Ah, l'Unifrance, incontournable Unifrance. Voilà, etc. Hein. Et puis, c'est pourquoi, depuis toutes ces années-là, il soutient notre festival tous les ans. Et puis, il a la mairie de Paris aussi. J'allais vous dire, oui. Voilà. Vous dites etc., mais vous avez la mairie de Paris. Quand on regarde les logos des gens qui sont derrière vous, il y a beaucoup de monde. Hein. Oui, ça c'est pourquoi je suis vraiment très contente. À cause de ça, tous ces soutiens, hein, je dis que malgré toutes ces difficultés, surtout les difficultés financières, c'est très bien pour tous les événements culturels. Nous avons toujours ce problème-là. Hein. Je crois que c'est commun aux gens qui sont dans la culture. Il y a toujours un problème budgétaire. Oui, mais il y a toujours cet enthousiasme, et vous avez parlé de passion tout à l'heure, qui est là pour faire passer ces difficultés financières. Oui, et puis c'est pourquoi très souvent les gens me posaient des questions. J'ai dit que non, il ne faut pas voir la coulisse. On voit, je suis contente de montrer ces films-là, que vous venez voir ces films-là. Tout ce que l'on rame ne vous concerne pas. Les difficultés, on les garde pour l'arrière-boutique. On les gardait pour nous-mêmes. Oui, et tout ce qui est beau à partager, c'est dans la programmation. Voilà. Donc, s'occupe pas d'autre chose. Alors, revenons à cette programmation, puisque c'est vraiment la vitrine. Est-ce que vous avez plaisir à partager? Vous êtes venu nous voir pour ça, Madame Gao, pour ces 3 jours de projection de chefs-d'œuvre du cinéma chinois à Paris. Nous avons parlé de Liu Heisu, grand maître de peinture, à l'instant, un documentaire. Là, nous allons parler d'un biopic. Un biopic qui est donc programmé à 18h le samedi 16 septembre. Qigong, la calligraphie. Voilà, tout à fait. Alors prononcez-le correctement, s'il vous plaît. Qigong. Qigong. Voilà. Merci. Qigong, c'est un grand calligraphe chinois. Elle est descendante d'un empereur de Chine. Donc, il est vraiment de la famille impériale. Ah oui, d'accord, vraiment. Oui, vraiment. Donc, tracé de son enfance, comment il a commencé après son apprentissage de calligraphie. Et puis, il a une grande page, la revue culturelle, voyez, qui est une page le plus difficile qu'il a passée.
mais il est très soudé avec sa femme. Et puis, il y avait aussi un jeune homme, un garde rouge, qui a voulu apprendre la calligraphie, mais n'osait pas. Donc, il a trouvé un moyen très particulier pour apprendre la calligraphie en cachette, donc je ne veux pas dévoiler. Ah, d'accord, ok, j'étais pendu à vos lèvres en disant, voilà. D'accord, ça c'est, voilà. on découvre dans le film. Oui. Donc, après, les culturels sont devenus des amis, donc il a pu apprendre la calligraphie au grand jour avec ce grand maître de peinture chinoise. Et Qigong, il est aussi très généreux, il a donné tout le... comment on dit, le vente, il a fait de vente de ces objets et donné de bourses pour les jeunes pour financer. générations, parce qu'il est tout à fait, il est professeur à l'université normale de Pékin. Alors, à propos de calligraphie, j'imagine que vous vous intéressez, vous, à la calligraphie. Moi-même, je fais de calligraphie et la peinture chinoise. Très bien. Oui. Alors, la calligraphie, c'est vraiment quelque chose de très particulier que moi, je découvre en tant que Français, qui était pour moi très énigmatique. Et en fait, en s'y intéressant, on apprend qu'il y a énormément de caractères. Il y en a beaucoup, beaucoup. On a du mal à... Enfin, peu de personnes connaissent absolument tous les caractères. Vous me le confirmez, ça? Il ne faut pas toujours chercher à comprendre tout. Connaître tout. Moi, je n'ai jamais cherché ça. Connaître une petite fourmi dans la vie. C'est tellement riche. Voilà. J'entends bien. Voilà. Ce n'est pas comme l'alphabet. Non, il faut pas. Ce n'est pas comme l'alphabet où il y a. C'est-à-dire que bon, l'écriture chinoise, c'est l'écriture. C'est pas comme en français, bien sûr, 26 lettres, c'est tout. Mais c'est pas aussi difficile que ça. Il y avait seulement. Si pour lire un article chinois, 2 ou 3 000 caractères, ça suffira. Dans le dictionnaire, 7 ou 8 000. Mais ce que j'ai découvert, il y a donc un nombre de caractères assez restreint. Vous dites, dans un dictionnaire, allez, 8 000, c'est le maximum. Donc là, on est dans des échelles qui sont proches de la langue française. Mais si on pousse un peu, et j'imagine que c'est le cas de ce monsieur-là, dans ce biopic, il y a des lettrés qui poussent très très loin l'étude calligraphique, et paraît-il, il y a un nombre vraiment impressionnant de caractères. Oui. Alors, en effet, il y a deux choses différentes. La calligraphie, en effet, l'accent, c'est sur l'art esthétique de l'écriture chinoise. Donc, on compte pas le mot. Donc, il y a différents styles. Il y a régulier, il y a sigillé, il y a cursi, semi-cursi, etc. Et même à Paris, j'enseigne la calligraphie et la peinture chinoise. J'ai des élèves français qui peuvent réaliser la calligraphie chinoise magnifique. Vous voyez, même nous avons exposé dans le musée en Chine. Voyez. Ça veut dire qu'en étant néophyte, on peut se lancer? Bien sûr. Vous voyez, les Chinois peuvent bien, comme Liu Haisu, il a fait des études de beaux-arts en Chine, en France, comme il y a beaucoup d'autres grands peintres chinois qui ont tous formé en France. D'ailleurs, l'école de beaux-arts en Chine, c'était basé sur la méthode française. D'accord, j'ignorais. Mais pourquoi pas dans l'autre sens? Vous voyez, l'art n'a pas de frontières. Vous voyez, le français peut tout à fait apprendre la calligraphie et la peinture chinoise. D'ailleurs, vous savez que j'apprends aussi, vous connaissez la princesse Grace de Monaco. La princesse Grace, oui, bien sûr que nous la connaissons. Le public français est particulièrement, voilà, ça fait partie des personnalités, effectivement. Vous avez été son professeur? Oui, j'ai gardé un merveilleux souvenir. J'avais l'honneur d'initier la princesse Grace de Monaco à la calligraphie et à la culture chinoise. D'accord. Voilà. Et est-ce c'était une brillante élève? Oh, elle est vraiment, je ne vais pas dire que pédable, mais elle est extraordinaire. Oui. Elle a une passion pour la culture et la calligraphie chinoise. Il devait apprendre la culture chinoise, mais il a bien saisi à partir de la calligraphie. D'accord. C'était en 1982. Personne ne connaissait qu'est-ce que c'est la calligraphie chinoise. Clairement, bien sûr. Voilà. Donc, je dis que vraiment, je suis très, très sensible, très touchée par qu'il y a vraiment cette passion qui saisit l'essence de la culture chinoise. Mais pour trouver un professeur, ce n'est pas évident. Donc, c'était Musée Guimet m'a recommandé. Et j'avais vraiment l'honneur, le grand plaisir de partager sa dernière passion, voyez,
Il est même venu chez moi. Oui, chez vous en plus. Oui. Je comprends que vous soyez fier de cette bien sûr, éducation. C'est formidable. Merveilleux souvenir. Merveilleux souvenir. Nous recevons Madame Dina Gao, qui est donc fondatrice et présidente du Festival du film chinois de Paris. 3 jours de programmation de chefs-d'œuvre du cinéma chinois. Et notre plaisir est vraiment grand, puisque en plus vous partagez des anecdotes que vous avez eues dans votre vie. Donc aujourd'hui, on a bien noté, vous êtes encore professeur de calligraphie et de peinture chinoise. Oui. Alors vous êtes tous bienvenus pour apprendre. Et c'est un grand plaisir. Non seulement le résultat qui compte, tout au long de l'apprentissage, vous voyez, vous allez voir, vous avez beaucoup de plaisir. Et est-ce que vous me confirmez ce qu'une autre personne m'a dit il y a quelques jours, que la calligraphie, même un enfant peut se lancer à partir de 7-8 ans, évidemment. Bien sûr, oui. Il peut se lancer et il aura un plaisir de découvrir ses caractères. Oui. C'est quelque chose qui est... Ça, c'est un ensemble qui est très, très riche. Non seulement il y a un côté esthétique, vous voyez. Vous allez apprendre l'écriture chinoise avec la langue chinoise, tout ensemble, vous voyez. Et puis la poésie chinoise, c'est une beauté extraordinaire. Et puis aussi, c'est une chose très habile. Je vais vous raconter encore une autre anecdote. Allez-y, j'adore ça. Alors, vous connaissez Zhang Chunren? Oui. Alors, qui est ami de Hergé dans Lotus Bleu. Tout à fait, oui. C'est un personnage qui existe, dont je connaissais très bien. Voilà. Donc, elle m'a raconté l'histoire, parce que lui, qui faisait des études en Belgique, il connaissait, c'est là qu'il a connu Hergé, oui. qu'on a fait le Lotus Bleu ensemble. Et elle m'a dit que dans les années 50, à l'époque, le chinois ne savait pas s'il va encore continuer à apprendre aux enfants la calligraphie à l'école ou pas. Donc, il a donné exemple. Il dit que quand il était en Belgique, il y a des étudiants chinois qui faisaient des études de médecine. Et le professeur, quand la petite intervention a fait, toujours demandé ces étudiants chinois pour l'aider pour faire l'opération, vous voyez. Et pourquoi? Parce qu'ils sont plus habiles. Pourquoi ils sont plus habiles? Parce qu'ils ont pratiqué la calligraphie. Ah. Donc, c'est pas, parce que le pinceau chinois, c'est tous les gestes se voient sur le papier. Vous appuyez un peu, le trait devenu large et vous soulevez un peu le mince, voyez. Donc, très, très subtil. C'est-à-dire qu'on peut faire passer des finesses de langage à travers la grosseur du trait. Tout à fait, c'est l'esthétique. Donc, la peinture et la calligraphie, on travaille 2 dimensions en même temps. On fait un coup de pinceau, on ne peut pas comme l'aquarelle, de peinture à l'huile, après on recommence, etc. Non, un coup de pinceau, un coup de pinceau. Il faut être très, très précise avec tous les gestes. On ne peut pas gommer et recommencer. Voilà. D'accord, je comprends. Et ce que je retiens, c'est qu'il y a un esthétisme tout à fait particulier. Ah oui. Qui donne envie. Quelques petites peintures tout à l'heure, je vous montre un peu. D'accord, avec plaisir, avec plaisir. Et puis c'est un jeu aussi avec le papier, etc. Vous allez voir mes chats, vous voyez, on sent, mais c'est avec quelques coups de pinceau. Hein. Vous voyez, tous ces doudous, voilà. C'est un plaisir de vous recevoir, Madame Dina Gao, parce qu'en plus de parler de cinéma, on parle d'autre chose. Alors revenons à cette programmation. Et alors, j'adore vos petits gestes. On revient à la programmation. Je n'ai pas fini de parler, car je veux parler d'un film qui va être projeté à 20h30 le samedi 16 décembre. Je lis bien mes notes pour pas me dire bêtises. Le moine Xuanzang. 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 Oui, X prononce Xi en chinois. Alors répétez le titre correctement. Xuanzang. Merci. Voilà. Donc ça, c'est un moine à l'époque 7e siècle. Hein. Il s'agit d'un biopic, encore une fois. Tout à fait, biopic. Hein. Moi, j'aime bien le film surtout pour montrer en France, en même temps que les Français puissent connaître un peu l'histoire de Chine, les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de la Chine. Oui. Donc c'est un moine bouddhique. Donc il est allé en Inde pour rechercher l'écriture bouddhique. D'accord. Et donc le film bien sûr montrait tous ces voyages très voilà comment dire attendez tous ces voyages très périlleux voilà excuse-moi je vous en prie tous ces voyages périlleux jusqu'en Inde, etc. Bon. Et qui est la source du bouddhisme, il est allé aux sources tout à fait
Donc, si vous avez voyagé en Chine, à Xi'an, il y a le pagode grand pagode des oies sauvages, le petit pagode des oies sauvages. C'était construit pour conserver ces sutras, etc. D'accord. À l'époque temps, donc remonte au 7e, 8e siècle. Donc, vous connaissez peut-être le roi singe. Bien sûr, Voilà. évidemment. Donc, Mais grâce à vous d'ailleurs. Moi, le roi singe, je l'ai découvert à travers vos programmations. Hein. Merci beaucoup. Donc, le roi de singe s'est inspiré de son voyage. Parce D'accord. qu'il a écrit des mémoires. Et ces mémoires, c'est le récit vraiment historique de cette période-là, historique. Et basé sur cette mémoire, il y a Wu Cheng, c'est l'écrivain, qui a écrit le roman, de fantasy. Donc, Okay. Donc il là, a on a un créé biopic qui nous décrypte un petit peu quelque chose qui a déjà été romancé dans un film. Là, on Non. a l'histoire réelle, c'est ça? Tout à fait. Ça, c'est l'histoire réelle. Celui qui est romantique, on a vu dans le Roi de Singe. Donc, Roi de Singe accompagne moine. Vous voyez, donc c'est lui qui est le vrai moine. Et c'est son frère vrai, l'histoire. Voilà. Donc, retracer, encore remonter la source. Excellent, excellent. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont vu le Roi Singe, c'est incontournable Tout à d'aller fait. voir le moine Oui. Zhuangzhang. Exact. Je sais que je le prononce très mal. Xianzhang, mais c'est pas grave. Zhuangzhang. Xianzhang, Ça oui. se passe à 20h30 le samedi 16 décembre, toujours au cinéma Le Lincoln, dans le 8e arrondissement, tout près des Champs-Élysées. Oui. Est-ce qu'on a fait le tour de la programmation, Madame Gao? Oui, je crois que oui. Bon, on a parlé de vos coups de cœur. Ah oui, non. On a compris vraiment que non. chaque film était important. Et il y en a un qu'on a oublié qui Voilà, s'appelle tout à l'usine fait. Unisex, Voilà. qui est programmé à 22h le vendredi 15 décembre. Rien ne vous échappe. Allez, allez-y, parlez-nous de ce film. Alors, L'usine Unisex. Voilà. C'est un titre très, comment dire, énigmatique. Voilà, donc c'est une comédie encore. C'est une comédie, Voilà, d'accord. donc si vous voulez bien rire un peu pour vendredi soir après Champs-Élysées. Très volontiers. Alors, donc en effet, c'est comment on dit, un patron d'une usine parce que sa femme est très jalouse. Donc, il a interdit d'avoir de l'employeur femme Ah oui. dans Ah son oui, entreprise. C'est une femme tyran, jalouse et tyran. Oui, tout à fait. Et même son secrétaire, c'est un homme. Donc, D'accord. Voilà. Donc, il n'y a que des Aucun hommes. personnel Ça, c'est pourquoi féminin. l'usine, voilà. Mais le problème, c'est il a voulu rénover un peu la technologie dans sa usine. Oui. Donc, il a envie de recruter une technicienne femme. Voyez. D'accord. Et pour qu'elle puisse travailler là, ils ont passé un accord très spécial qu'elle doit déguiser en homme. Et là, la Donc, alors, comédie, la voilà. comédie déroule. Voilà, tout à Ok. fait. Là. Tout est tout autour de ça. Donc, c'est quiproquo Quiproquo sur s'enchaîne. quiproquo, etc., Voilà. etc. D'accord. Voilà. Ok, donc ça, encore une fois, c'est Voilà. une comédie qui donne envie. Hein. Oui. L'usine Unisex, Oui. comment une femme despotique qui interdit à son mari d'embaucher des femmes va se débrouiller pour qu'il y en ait une, et avec des quiproquos qu'on peut facilement imaginer. Oui. Bravo pour cette programmation, Madame Gao. Vraiment Merci bravo, beaucoup. car on a plaisir, on sait qu'on peut y rire, se détendre, y apprendre Oui. des choses. Vous parlez Oui. d'éducation, éduquer Oui. le public, c'est important pour vous. Oui. Il y a des choses pour éduquer, des biopics, des documentaires. Mais C'est c'est- une programmation riche. Oui. Peut-être c'est pas éduquer, mais c'est pour qu'elle puisse apprendre certaines choses sur la culture, sur l'histoire chinoise, et puis tout en regardant les choses en toute beauté. Voilà. C'est De jolies choses, voilà. tout en apprenant des Oui, choses. tout à C'est fait, ça, hein, voilà. l'idée. Oui, Oui, c'est alors ça. le mot éduquer était peut-être un peu pompeux, Oui, tout mais à j'entendais fait. par là, effectivement, apprendre et ressortir avec ce plaisir de se sentir moins bête que quand on est rentré. Moi, j'adore ça. Vraiment, j'adore On n'est ça. pas mal de bêtes, mais C'est une Je veux pas expression. dire- D'accord, C'est une ok. expression imagée pour se faire Peut- comprendre. On s'enrichit, voilà, un Voilà, peu on s'enrichit. sur voilà, sur les connaissances, voilà. Alors, pour conclure, encore une fois, hein, je vous remercie hein, de nous avoir Je vous en détaillé prie, c'est moi qui vous votre, remercie aussi. votre programmation. Mais moi, j'en ai pas fini. J'en Très ai pas bien, fini. je suis toujours là. Car vous êtes une artisan, en tout cas à nos yeux, une artisan des relations sino-françaises qui ont pas mal progressé ces dernières années. Et c'est vrai que l'année 2017 est assez particulière dans le sens où, aussi bien pour la Chine que pour la France, il y a eu des événements
importants, des événements au plus haut niveau. La France a élu un nouveau président. De côté chinois, le Parti communiste s'est réuni pour son congrès annuel qui a retenu. Cette année, on l'a vu, c'était une attention mondiale. Tout le monde avait les yeux fixés sur la Chine à ce moment-là. Et il se dit évidemment toujours dans les discours, unir le rêve chinois et le rêve français pour construire ensemble un rêve sino-français. Moi, il y a quelque chose qui a retenu mon attention dans les statistiques. Et j'aimerais vous en parler car je pense que ça va vous intéresser. Le nombre de personnes qui apprennent le chinois en France a été multiplié par 16 en 10 ans. Ça vous parle, ça? C'est très bonne chose. C'est très bien. Je suis ravie. 44 000 collégiens et lycéens ont choisi d'apprendre le chinois aujourd'hui, tandis que plus de 6 000 écoliers français ont débuté leur cours de chinois dès l'école primaire. C'est des beaux chiffres, ça. Hein, alors qu'il y a quelques années, on était proche de zéro. Attendez voir. Le chinois est devenu la 4e seconde langue étrangère dans l'enseignement primaire français, enseignement primaire et secondaire, après l'espagnol, l'allemand et l'italien. Et dans le même temps, la Chine est le pays d'origine du plus grand nombre d'étudiants étrangers en France, avec plus de 40 000 étudiants chinois. Alors au-delà de tous ces chiffres qui font plaisir, parce que on sent vraiment que s'installe un intérêt très profond pour la Chine quand on s'intéresse à la langue, c'est que voilà, le pas est fait pour un rapprochement. Est-ce que vous pensez, enfin, je suis sûr que la réponse est oui, mais développer un petit peu autour de cette idée, quel est le rôle du cinéma justement dans le développement de ces relations entre la France et la Chine, pour vous? Voilà. Qui est organisatrice, présidente d'un festival. Alors, ça c'est une très très bonne question. Justement, je suis très content qu'il y a plus en plus de jeunes Français, des étudiants, d'apprendre la langue chinoise. Alors, donc c'est très très important pour venir voir le film chinois. Parce que non seulement il peut apprendre beaucoup de choses que tout à l'heure nous avons évoquées, oui, mais parce que c'est en chinois. Tout simplement. Tout simplement. Et que donc, du coup, on a les subtilités. Voilà, tout à fait. Vous pouvez écouter les Chinois, les actrices chinois, voilà, un film parlant chinois. Donc, c'est très, très important. Je crois que non seulement faire des études à l'école, il faut toujours aller au cinéma, voir ces films chinois. Vous voyez, comme ça, imprégné de... On s'imprègne de la langue sans avoir à faire d'efforts. C'est ça, c'est en se divertissant. C'est ces deux choses-là. Au cinéma, je ne demande personne qui fait des efforts. Vous voyez, cinéma, c'est pour détendre, voilà, pour plaisir, pour détendre, et tout en, comme on dit, apprenant des choses. Donc, pour les étudiants qui apprennent la langue chinoise, vraiment, je le conseille. Il faut venir voir le film chinois. C'est une occasion vraiment unique, extraordinaire pour approfondir la connaissance sur la langue chinoise. D'accord. Et puis d'ailleurs, il y a des sous-titres en français, voilà. Donc, oui, pas de panique. Voilà. On a toujours les sous-titres pour se raccrocher en cas de non-compréhension. Et puis comme ça, en même temps, vous savez, voilà, comment on dit en chinois, et sous-titres en français, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre rôle du cinéma dans ces relations? Vous voyez un autre rôle, on a évoqué la langue, certes, mais dans ce rapprochement franco-chinois, le rôle du cinéma, il y a d'autres rôles que vous voyez? Je crois que il y a beaucoup, il y a sur le sens des images, de musique, parce que le cinéma, on dit que le 7e art, mais en effet, c'est 7 arts réunis, vous voyez. Donc là-bas, vous pouvez découvrir le 7 arts comment réunis dans le cinéma chinois, vous voyez. Parce que c'est le 7e art et parce que vous dites c'est un art qui regroupe tous les autres, enfin qui en regroupe un certain nombre. Oui, tout à fait. D'accord. Donc c'est une richesse de ce cinéma chinois. Merci de votre point de vue, Madame Gao. Merci. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette édition du Festival chinois à Paris. Nous y serons de toute façon. Moi, je vous avoue que les 2 comédies que vous nous avez citées m'attirent beaucoup, et il y a un biopic qui m'intéresse particulièrement. Oui. Mais chacun y trouvera son goût. Oui. Rendez-vous sur le site internet qui est très bien fait. Au passage, je vous félicite car il est très riche. On s'y retrouve facilement. On rappelle quand même le lieu de ces projections. 3 jours de projection pour ce festival du cinéma chinois de Paris. Ça se passe au cinéma Le Lincoln, dans le 8e arrondissement, 14 rue Lincoln. Que vous dire de plus, si ce n'est de vous souhaiter un agréable moment de partage, car c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous anime, partagez votre passion du cinéma chinois.
Encore une fois, merci et portez-vous bien, Madame Gao. Merci beaucoup et c'est moi qui vous vraiment remercie beaucoup et merci au public français aussi. Et voilà, moi je suis là tous les jours et toutes les sciences. D'accord, je suis là donc on est pour sur vos répondre croisés. Voilà. Très bien. Merci Madame Gao, merci à tous. Merci à tous. Merci.